OK. Donc, je suis Christophe Yenzer, je suis conseiller numérique à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet relativement tendance, qui est donc l'intelligence artificielle générative. Alors, je sais que c'est un sujet qui est beaucoup traité depuis quelques années maintenant, donc on va essayer de vous donner quand même des éléments pour progresser dans ce domaine et être plus efficace. Donc, intelligence artificielle générative, ce qu'on va voir aujourd'hui, euh, je vais essayer de détailler ma présentation en 5 points. Donc, très rapidement, je vous fais un point sur comment ça fonctionne, bien que je pense que vous le savez déjà. Je vais insister sur la caractéristique intrinsèque du fonctionnement des LLM qui pourra peut-être plus tard dans la présentation vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que les LLM ne racontent pas tout le temps des choses vraies. On parlera évidemment de structure de prompt, puisque pour utiliser les modèles de langage, mais il faut leur parler en langage naturel. Donc on va essayer de vous donner des clés pour pouvoir donner des instructions compréhensibles par la machine. On va parler de RAG, d'assistant RAG. Donc RAG, ça veut dire Retrieval Augmented Generation. Donc en fait, c'est le fait de connecter un LLM, un modèle de langage, à des données qui vous appartiennent pour améliorer sa précision au niveau des réponses qu'il va vous donner. Ensuite, je ferai une ouverture sur ce qu'on peut faire avec les agents autonomes. D'accord. Il faut bien différencier les assistants des agents. Ce sont deux choses différentes. Je vais essayer de vous présenter ces différences pour que vous puissiez comprendre les tenants et les aboutissants. Et puis, je donnerai quelques conseils pour la mise en place en entreprise d'automatisation à partir de ces algorithmes. Parce que nous ne sommes pas ici pour faire du solutionnisme numérique et pour utiliser des outils sans réfléchir, mais plutôt pour identifier quels sont les points sur lesquels ça vous apportera vraiment quelque chose au quotidien. Alors, comprendre le fonctionnement d'un LLM. Alors, pourquoi je parle de LLM? Vous avez sûrement déjà entendu parler de cet acronyme. Ça veut dire grand modèle de langage, ou Large Language Model en anglais. C'est ce qu'on appelle un modèle de fondation. C'est ce qui est à la base de tous les chatbots que vous avez l'habitude d'utiliser. C'est un modèle de fondation des LLM qui sont entraînés sur une quantité gigantesque de texte. D'accord. Et grâce à ces techniques basées sur des réseaux de neurones, votre modèle de langage, il va maîtriser le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe, et il va être capable de faire quelque chose qui est relativement simple, c'est de prédire quel est le mot suivant dans une phrase. Donc vous avez mon LLM là que je vous ai mis représenté par une petite boîte bleue. À l'intérieur, vous avez des potentiomètres, donc ça, c'est ce qu'on appelle les poids, c'est ce qui permet de gérer l'entraînement du modèle. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, parce que ce n'est pas l'objectif. Mais en gros, vous donnez une phrase à manger à ce LLM, et en sortie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous prédire le mot suivant. Donc c'est une sorte de complétion automatique, mais qui fonctionne à l'échelle d'un texte entier. Or, j'attire votre attention sur le fait que, il existe forcément donc, plusieurs suites plausibles à une phrase. Donc votre modèle de langage, il va chercher à produire une suite qui lui semble correspondre au texte qu'on lui a fourni pendant sa phase d'entraînement. Donc si par exemple je vous donne, en entrée, la phrase, «Le chat mange une», Heu, vous envoyez ça dans votre LLM et en sortie, il va pouvoir vous proposer une suite logique, plausible, souris, croquettes, alouettes, sardines, voilà. Donc ça, c'était les exemples heu, que je vous donne. Il y en a d'autres, mais c'est pour vous expliquer que le LLM, il ne trouve pas tout le temps la même solution. Il cherche simplement une suite plausible, hem et qui ressemble aux textes qui ont servi à l'entraîner.
Et pour être un petit peu plus précis sur la façon dont ça fonctionne, votre modèle de langage, il va en fait vous proposer une probabilité d'occurrence des réponses plausibles. D'accord? Donc c'est là qu'il faut comprendre que les réponses d'un LLM, en fait, c'est une distribution statistique. Voilà, c'est des mathématiques. Donc là, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, quand je vais lui envoyer en entrée le chat mange une, ben, on va avoir la réponse souris à 95%, croquette à 3%, alouette 1, 5 et sardine 0,5. Voilà, c'est un exemple évidemment inventé, mais c'est pour vous expliquer la chose très importante suivante, c'est que le modèle de langage ne connaît pas la vérité. Le modèle de langage fait une prédiction statistique. Et c'est important de le comprendre et de le prendre en considération. Alors, notion de fenêtre de contexte. Je vous ai dit que vous pouvez donner en entrée à votre modèle de langage une phrase. Bah, aujourd'hui, en fait, on va beaucoup plus loin que ça, puisque cette fenêtre de contexte, c'est le nombre de mots, de tokens. Hein. Un token, c'est un petit bout de mot, hein, donc ça peut être préfixe, suffixe ou radical. D'accord? Donc un mot peut être composé de plusieurs tokens. OK? Donc le nombre maximum de tokens que je peux donner à manger à mon modèle de langage en entrée, eh ben, il n'arrête pas d'augmenter et il commence à devenir relativement gigantesque. Hein, à titre de comparaison, je vous ai mis un petit tableau. En 2022, GPT 3.5, qui était la révolution, bah, c'était 4000 tokens en entrée, donc l'équivalent, c'est une brochure commerciale. L'année d'après, on passe à GPT-4 Turbo, donc là, la taille de la fenêtre, c'est 128 000 tokens. Donc là, on passe carrément sur la taille d'un roman. En 2025, Claude 4, c'était 1 million de tokens, l'équivalent de la documentation technique d'un avion. Et si on regarde Gemini 3 cette année, la fenêtre de contexte, c'est 10 millions de tokens. Hein, donc, équivalent 7 fois la saga Harry Potter au complet. Pour vous donner un petit peu la taille de la mémoire du modèle de langage, c'est juste gigantesque. Et vous allez pouvoir en tirer parti, évidemment. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec un modèle de langage? Parce qu'il n'y a pas que les chatbots dans la vie. Eh ben, je vous ai mis un petit florilège de ce à quoi vous pouvez vous attendre avec ce type d'algorithme. Hein. Donc, on peut évidemment générer du contenu texte. On va pouvoir faire de la réécriture, de l'amélioration de texte. On va pouvoir résumer des documents. On pourra faire du storytelling. On pourra faire du text to speech et speech to text. Alors, si vous n'êtes pas familier avec ces expressions, text to speech, c'est vous écrivez un texte et l'IA va le parler, ou inversement, vous parlez et l'IA vous écrit ce que vous dites. Ce qui permet, par exemple, de faire des assistants de réunion ou de la traduction en temps réel. On va pouvoir également prendre des notes, faire de la gestion de projet, avoir un moteur de recherche amélioré, faire de l'analyse de data, faire de la veille, faire de la programmation informatique, et j'en passe, et des meilleurs. Étant donné que c'est impossible de vous donner un aperçu exhaustif de tout ce qu'on peut faire avec un LLM, eh ben, je vous invite à aller sur ce site web. Voilà. There's an AI for that. C'est un annuaire et un agrégateur d'outils qui utilisent l'intelligence artificielle générative et qui pourra peut-être vous permettre de trouver une solution adaptée à vos problématiques. Allez, maîtriser l'art du prompt. Donc, je ne m'étends pas sur le fonctionnement des LLM, on vous en a suffisamment parlé. C'était l'objectif de la dernière présentation que j'avais faite sur le sujet il y a 2 ans, où j'étais allé un petit peu plus dans le cœur de la machine pour vous expliquer vraiment comment ça fonctionne. Là, aujourd'hui, on va plutôt passer sur comment est-ce qu'on utilise ces outils de façon efficace
parce que je pense que vous connaissez toutes et tous ces outils, vous les utilisez déjà souvent, peut-être même au quotidien. Donc, on va essayer de raffiner un petit peu votre connaissance sur le sujet pour que vous soyez encore meilleur. Donc, effectivement, quand on parle avec un LLM, on va faire ce qu'on appelle un prompt. On va lui envoyer des instructions en langage naturel. Néanmoins, être efficace dans ce domaine, en fait, c'est pas si facile, surtout si vous débutez ou que vous n'avez pas de méthodologie très stricte. Et ça vient principalement des 2 problèmes suivants. Vous avez le problème de l'alignement et le phénomène du U-turn, hein. Donc c'est le demi-tour. Je ne sais pas si vous voyez, ce que c'est qu'un U-turn. Il y en a dans certains pays. En France, on n'a pas ça, mais OK. Alors le problème de l'alignement avec l'IA, donc un problème, vous avez peut-être déjà entendu parler. Le cœur du problème est le suivant, c'est qu'en fait, ce que vous demandez, ce que le modèle de langage a compris et ce que vous voulez réellement, bah, des fois, c'est pas tout à fait aligné. Les algorithmes informatiques, eux, ont pas conscience d'exister, ont pas de valeur morale, ont pas de bon sens, ont pas forcément les mêmes priorités que nous. Non, les algorithmes, eux, ils cherchent la solution la plus efficace pour atteindre un objectif. Donc, la problématique de l'alignement, c'est comment est-ce qu'on s'assure que nos objectifs sont alignés avec ceux, de l'IA? Alors je vous donne un exemple évidemment, où j'ai tiré le trait au maximum, mais qui est relativement parlant. Donc j'ai une IA, omnipotente et je lui dis: «Bah écoute, tu vas éliminer le cancer de la surface de la Terre, et mon intention, c'est tout simplement de trouver un traitement pour soigner tous les malades de cette affection». Heu, L'IA s'exécute, elle analyse et elle calcule que le cancer, pour fonctionner, a besoin d'hôtes biologiques, tout simplement. Pour exister, s'il n'y a pas d'hôtes biologiques, il n'y a pas de cancer. Donc du coup, solution radicale, elle éradique toute vie biologique sur la Terre et il n'y aura plus de cancer. Donc typiquement, c'est un problème euh, d'alignement parce que les algorithmes informatiques n'ont aucune hiérarchie de valeur. Voilà. On peut essayer de les forcer euh, à en avoir, mais ça va se limiter sur des sujets, hein, xénophobie, discrimination. Là, on va pouvoir donner des grandes lignes, mais vous ne pouvez pas donner toutes les valeurs de l'humain à un algorithme informatique. Donc, il peut arriver des fois qu'il y ait des problèmes d'alignement. Voilà, donc je vous ai mis des images de d'organismes synthétiques animés par de l'intelligence artificielle qui ont complètement perdu l'alignement avec l'espèce humaine. Voilà, vous connaissez ces 2 films. Je ne m'arrête pas sur le sujet. Alors, le phénomène du U-turn. En fait, les chercheurs en IA ont trouvé un comportement un petit peu bizarre. Et ils se sont rendus compte que les modèles de langage ont tendance à oublier légèrement ce qui se trouve au milieu du texte. Donc, le modèle de langage va apporter une attention maximale aux premières instructions que vous lui donnez. Il va bien retenir les dernières informations que vous avez mises dans la fenêtre de contexte, mais au milieu, il a tendance à légèrement perdre son attention. Hein, c'est un peu le paradoxe de la mémoire infinie. Euh, Plus on va donner d'informations à l'IA et plus son attention va être un petit peu, on va dire, troublée, brouillée, et elle va pas être capable de rester attentive à chaque détail. Hein. C'est un petit peu ce qu'on appelle le phénomène de l'aiguille dans une meule de foin. Donc mon astuce sur le sujet, c'est que même avec une fenêtre de contexte gigantesque telle que celle de Gemini, donc 10 millions de tokens, placez toujours les informations cruciales soit au tout début de votre instruction, soit à la fin, mais pas au milieu. Alors, le prompt engineering, donc c'est des méthodologies qui vont vous permettre d'obtenir des bons résultats pour traduire vos objectifs
et que ça devienne des instructions compréhensibles par les modèles de langage. Pour y parvenir, je vais vous présenter 3 prompt frameworks dans le jargon, donc 3 modèles de prompt que j'utilise et qui permettent donc d'améliorer la pertinence et la qualité des réponses, de réduire les ambiguïtés et de diminuer les risques de réponses hors sujet. Alors évidemment, il y en a beaucoup d'autres, je ne prétends pas être exhaustif sur le sujet, mais ces 3-là, je pense, sont assez intéressants et complémentaires. Donc la première méthode, c'est la méthode create. Je vous ai mis entre parenthèses le communicant. Donc create, c'est un acronyme pardon, qui veut dire donc contexte, rôle, enjeu, action, ton, exemple. Alors pourquoi je dis que c'est un communicant cette méthode? C'est parce que c'est une méthode équilibrée qui permet d'éviter le style robotique et générique qui est souvent reproché aux réponses fournies par les LLM. Cette méthode va vous permettre de spécifier les enjeux, le ton à utiliser, et ça va devenir une boussole stratégique et morale pour aider votre modèle de langage à fournir un contenu qualitatif. Généralement, on utilise ce modèle pour la rédaction de contenus complexes, de discours en public, de réponses à des clients mécontents, voilà, ce genre de choses. C'est très important de comprendre que les algorithmes n'ont aucune émotion. Donc, quand il s'agit de faire une réponse bien structurée et d'éviter de monter dans les tours, donc là, je suis sur réponse à un client mécontent, plutôt que d'éviter d'impliquer vos émotions dans la rédaction d'un contenu sensible, si vous faites appel à un algorithme, lui, il n'a aucune émotion et il restera toujours parfaitement calme et pragmatique. Je vous invite à noter ces 3 frameworks-là. Je vais vous les présenter une par une et ensuite, je vous présenterai chacun des points qui composent ces frameworks. D'accord? Notamment parce qu'il y en a qui sont en double. Vous voyez par exemple ici, vous avez le R de create, c'est rôle. Et si je vais sur le prochain framework, la méthode RTF, vous voyez qu'il y a aussi rôle. Donc je ne vais pas le répéter, je vais tout faire d'un coup à la suite. Donc la méthode RTF, c'est ce que j'appelle le sprinter. Donc rôle, tâche, format. C'est un framework qui est extrêmement simple, qui est rapide et qui pose les bases indispensables sans fioriture. Pensez pour la partie format à bien cadrer votre format de sortie. Est-ce que vous voulez un tableau, une liste à puces, un paragraphe? Combien de mots vous voulez dans votre paragraphe? Voilà, c'est important d'être le plus précis possible. Donc cette méthode, on va l'utiliser pour des choses simples, un email rapide, un compte-rendu, une fiche de révision. On va essayer d'extraire des données clés dans un document, ce genre de choses. Là, on est moins sur la maîtrise des subtilités du langage et de la communication. C'est plutôt pour réaliser une tâche rapidement. Troisième méthode, donc la méthode ROD. Donc ça, c'est l'auditeur. Rôle, objectif, détail, exemple et sens, vérification du sens, qui est une pratique que je vous recommande quand vous utilisez les modèles de langage, c'est de leur demander eux-mêmes de se vérifier. Et ça marche très bien. Pourquoi est-ce que vous devriez utiliser cette méthode? C'est parce que cette vérification de cohérence oblige le modèle de langage à s'auto-évaluer et à s'auto-critiquer avant de livrer la réponse. Ce qui lui permet de pouvoir identifier des incohérences ou des choses qui pourraient être améliorées. Donc là, on va utiliser cette méthode pour faire des tableaux, des calculs, pour rédiger des clauses contractuelles, pour faire des analyses finances et budget, pour faire de la veille concurrentielle, pour préparer des rendez-vous commerciaux, ce genre de choses. Donc 3 méthodes, create, RTF et ROD. Et maintenant, je vais vous détailler les étapes du prompting.
Donc, on a parlé de rôle. Donc, le rôle, c'est qui est l'IA. Voilà, votre LLM n'a pas d'intention propre. Il prédit du texte en fonction d'un contexte. Donc, si vous lui assignez un rôle, donc là, j'ai mis par exemple un client exigeant, un responsable marketing, un chef d'entreprise, on va contraindre son espace de réponse et on va orienter ses priorités. Hein, niveau de détail, vocabulaire, posture, etc. En gros, si vous ne donnez pas de rôle à votre LLM, vous allez avoir une réponse générique, alors que si vous lui donnez un rôle, la réponse sera spécialisée et contextualisée. Donc à faire, par exemple, hein, vous dites à votre LLM, agis en tant qu'expert commercial B2B. Ça, c'est une bonne spécification de rôle. Par contre, demander à un LLM, aide-moi à vendre plus, ça n'a aucune utilité. Vous fixez un rôle spécifique. Alors le contexte, évidemment, plus votre prompt est basique, plus la réponse est générique. Donc, il est recommandé de donner un rôle au LLM et de spécifier le contexte. Vous allez utiliser la méthode QQO-QCP, d'accord? Vous allez lui dire qui vous êtes, quelle est votre situation, quelle est votre cible, d'accord? Parce que si vous ne donnez pas de contexte, eh ben, l'IA, elle va supposer, et quand l'IA suppose, eh ben, souvent, elle se trompe. D'accord? Donc, par exemple, je vous donne exemple de bonne pratique. Client fidèle, budget serré, secteur, nouvelles technologies. À éviter, si vous dites c'est pour un client important, vous ne donnez pas suffisamment de contexte. Et donc, l'IA, elle va devoir imaginer ce que c'est qu'un client important pour vous. Et donc, elle va potentiellement se tromper. Ok, l'enjeu maintenant. Donc, pourquoi faire? Pour une même requête, pour une même tâche, vous allez avoir plusieurs solutions qui sont possibles. Donc, l'enjeu, c'est d'essayer de trouver un moyen pour que la solution qui soit proposée par le LLM soit celle qui soit adaptée à votre besoin. Voilà. Souvent, les modèles de langage, ils vont vous proposer des solutions idéales, mais qui sont complètement irréalistes en termes de coût de revient ou de complexité. Une solution qui paraît parfaite, mais bon, qui à mettre en œuvre est quasiment impossible pour un petit entrepreneur, une TPE ou quelqu'un qui n'aurait pas les compétences techniques spécifiques pour y arriver. Donc, si vous ne précisez pas les enjeux, vous allez sans arrêt devoir reformuler, recadrer, apporter des précisions avant d'obtenir une réponse satisfaisante. Et tout ça, ça engendre de la perte de temps. Donc, je vous ai mis deux exemples. J'ai noté deux exemples qui, je pense, permettent de traduire cela. Par exemple, un enjeu complètement inefficace. Vous allez dire, donne-moi une stratégie pour trouver des clients. Et à l'inverse, un enjeu efficace, je suis une TPE avec peu de budget et peu de temps à consacrer. Donne-moi une stratégie simple pour pouvoir gagner en visibilité sur Internet. Vous voyez la différence entre les deux? Il y en a un, c'est un enjeu générique où on ne donne pas de précision. Et donc, du coup, la solution que va vous proposer le LLM va être générique et pas forcément adaptée. Alors que la deuxième phrase, je suis beaucoup plus spécifique et je donne un maximum de détails pour faire en sorte d'avoir une solution qui est adaptée à mes enjeux. Alors, l'objectif, on va préciser le résultat final attendu au sens large. En gros, ça consiste à répondre à la question à quoi ressemble pour vous une réponse cohérente. Donc l'objectif, par exemple, que je peux donner à mon LLM, c'est que mon audience comprenne la physique quantique en 5 minutes. Vous savez que la physique quantique a un comportement qui est complètement contre nature, en tout cas d'un point de vue macroscopique,
Et pour essayer d'expliquer ça à des gens en 5 minutes, il va forcément falloir vulgariser au maximum. Donc là, si je donne ça comme objectif, le LLM, il sait qu'il doit vulgariser. Donc il faut expliquer clairement votre intention afin que le modèle de langage puisse arbitrer sur laquelle de ces réponses sert le mieux votre objectif global. Hein. Rappelez-vous la distribution statistique. Lui, il va simplement essayer de vous trouver une réponse qui lui semble plausible. Donc, si vous lui donnez des instructions claires, eh ben, il va pouvoir arbitrer entre les différents mots qu'il est en train de générer pour savoir lequel potentiellement va mieux servir votre cause. La tâche. Donc là, on va décrire ce que l'IA doit réaliser. Et je parle de livrable. D'accord? Donc c'est le cœur opératoire de votre prompt. C'est ce que le LLM va utiliser pour transformer votre intention en tâche à effectuer. Voilà. C'est le résultat attendu, le quoi. Je dois répondre à la question qu'est-ce que je veux produire et sous quelle forme. Ok? Donc par exemple, rédige-moi un email de relance pour tous les prospects qui n'ont pas répondu à ma dernière newsletter, par exemple. L'action maintenant, donc le déclencheur. Alors, entre tâche et action, la différence est fine, mais là, quand je parle d'action, je vais parler du verbe de commande, d'accord? Donc, l'étincelle qui déclenche le processus de traitement de votre requête. Là, je vous recommande d'utiliser des verbes forts. Hein, analyse, résume, compare, synthétise, critique, reformule, ce genre de choses. Et n'essayez pas d'inclure toutes vos actions en une seule fois. Essayez plutôt de séquencer vos instructions de façon logique. Plus vous vous rapprochez d'une logique algorithmique et mathématique dans la description des actions que vous voulez faire réaliser par un LLM, et plus vous vous rapprochez de sa nature intrinsèque, puisque c'est un programme informatique, et plus vous aurez des résultats qui fonctionnent bien. D'accord? Oui, vous lui parlez en langage naturel, mais c'est un programme informatique. Donc ça fonctionne de façon extrêmement logique et séquencer vos instructions, ça marche bien. Alors, détail. Donc là, ça va être les contraintes hein, pour bien cadrer le travail de votre LLM. Je vous invite à faire une distinction entre les contraintes positives, donc ce qu'il faut absolument inclure dans la réponse, et les contraintes négatives, ce qu'il faut exclure. D'accord? Vous pouvez spécifier la longueur du contenu texte que vous voulez générer s'il s'agit de contenu texte, les mots à éviter, les points obligatoires à aborder, etc. Dites-vous bien que plus les limites sont étroites, plus le résultat qui vous sera fourni se rapprochera de ce que vous attendez. Donc, à faire quelque chose d'efficace dans les contraintes. Par exemple, vous lui dites, n'oublie pas de mentionner notre garantie de 5 ans. C'est une contrainte positive, quelque chose que le LLM doit inclure. Et quelque chose pratique à éviter, soit précis sur le produit. Voilà, vous ne donnez aucune information, vous ne donnez aucune limite, et donc du coup, encore une fois, si le LLM n'a pas d'informations précises, bah, il va inventer, et quand il invente, eh ben, souvent il se trompe. Alors, le ton et le style, donc ça, c'est pour la forme. Hein. On va essayer d'indiquer au LLM sous quel style rédactionnel il va devoir utiliser. Donc, par exemple, vous allez pouvoir parler du niveau de formalité. Est-ce que ça doit être formel, informel, professionnel ou pas? Vous allez pouvoir, évidemment, parler du degré de pédagogie hein, pour le jargon. Qui va être utilisé. Donc, est-ce que vous voulez vulgariser avec donc, des images, des métaphores ou des choses qui vous permettent de comprendre? Ou alors, est-ce que vous voulez que ce soit expert ou très technique? Donc là, on va parler avec du jargon, des acronymes, ce genre de choses. Vous allez également définir quelle est l'orientation du discours. Est-ce que c'est une aide à la décision? Est-ce que c'est un discours prescriptif? Est-ce que c'est quelque chose de neutre? Et vous allez également préciser la posture.
Est-ce que le LLM doit être prudent? Est-ce qu'il doit être incitatif? Est-ce qu'il doit être exploratoire? Voilà. Donc n'hésitez pas à bien spécifier le style rédactionnel dont vous avez besoin pour votre contenu texte. Le format. Donc le format, c'est l'architecture du livrable. Donc là, l'objectif, c'est de spécifier l'apparence visuelle de votre réponse, hein. Là, on est vraiment 100% sur la forme. On n'est plus sur le style rédactionnel, mais on est vraiment sur l'aspect du contenu qui va être produit. Donc là, on va essayer de demander des structures ou une articulation de contenu très précise. Je vais dire, par exemple, je voudrais un tableau à 3 colonnes. Je voudrais une liste à puces. Je voudrais un format email. Je voudrais un slide de présentation. Je voudrais un rapport d'audit. Ce genre de choses. Donc, c'est très important de bien spécifier ce format. Sachez que vous pouvez même donner des exemples. C'est-à-dire que si vous avez un exemple de tableau ou un exemple de paragraphe qui vous paraît correctement articulé, n'hésitez pas à le donner à votre LLM, comme ça il pourra le copier parfaitement et vous aurez immédiatement le contenu dans la forme qui vous arrange. Allez, on parle du problème des hallucinations. Alors pourquoi est-ce que les modèles de langage hallucinent? En fait, comme je le disais tout à l'heure en introduction, les modèles de langage, ils ne connaissent pas la vérité, ils ne savent pas, ils se contentent de prédire. Donc parfois, il peut y avoir des erreurs parce que les données d'entraînement qu'on a fournies au modèle sont imparfaites, hein. Le modèle, lui, il fait la moyenne des sources, il n'arbitre pas. Autre raison, c'est ce qu'on appelle le phénomène du pleaser effect, que vous avez sûrement déjà dû constater. Le LLM, il est conçu pour vous satisfaire, donc il va chercher à tout prix à vous satisfaire et à éviter la contradiction et la confrontation avec vous. Il y a également souvent un problème de confusion entre raisonnement et exactitude. C'est pas parce que le raisonnement qui a été utilisé par le LLM est logique que le résultat est bon. Parce que s'il part d'un postulat qui est faux, je pars d'un postulat faux, je mène un raisonnement correct, mais mon résultat, du coup, est faux. Et puis, il y a le fonctionnement, évidemment, intrinsèque des modèles de fondation. Vous vous rappelez, je vous ai dit, le modèle de fondation, il prédit le mot suivant. Donc, pour produire un texte complet, il va répéter ce processus il produit le mot suivant, et puis le mot suivant, et puis le mot suivant, et encore le mot suivant. Et il suffit qu'à un moment donné, dans la prédiction de mots, il se trompe ou il utilise un terme qui n'est pas totalement adapté, et il va commencer à partir sur une ligne où il va raconter quelque chose qui est soit pas totalement vrai, soit voire complètement faux. OK? Donc ça, il faut bien penser à ça. Alors, la question, c'est comment je fais pour éviter ces hallucinations? Sachez qu'à l'heure actuelle, on est aux alentours de 20% quand même de réponses fausses données par les LLM, hein. On a toujours l'impression que tout ce qu'ils racontent, c'est parfait, mais en fait, il y a une fois sur 5, on vous dit quelque chose qui est partiellement vrai, voire faux. Alors, il y a plusieurs moyens de procéder. Un moyen très efficace, c'est de fournir soi-même le corpus de texte sur lequel le modèle de langage doit se baser pour générer sa réponse, hein. C'est ce qu'on appelle l'architecture RAG. Donc, je vous en ai parlé en introduction, donc Retrieval Augmented Generation. Je fais un focus dessus après. Autre technique qui marche bien, c'est autoriser le modèle à ne pas répondre, hein. Je vous ai parlé de pleaser effect. Le modèle, il veut vous faire plaisir. Vous prenez le contre-pied, vous lui dites, écoute, si tu n'es pas capable de trouver une réponse qui te semble pertinente, tu as le droit de dire que tu n'as pas la solution à ce problème. Et ça évitera qu'il invente une solution qui n'existe pas. Dites clairement au modèle ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il a le droit de ne pas faire. Voilà. Donc vous cadrez les différentes choses qu'il a le droit de faire et de ne pas faire. Demandez évidemment au LLM d'auto-vérifier ses réponses. D'accord? C'est ce qu'on appelle le sense check ou le vérification de sens. Donc les LLM, souvent, ils se trompent. Voilà, 20% de leurs réponses contiennent des erreurs.
Donc du coup, ça donne cette tendance à inventer une réponse plutôt qu'à dire je ne sais pas. D'accord? Donc, poussez votre modèle de langage à s'auto-vérifier. Parce que quand il va s'auto-vérifier, ben, il va regarder si la réponse qu'il a donnée, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'il y a des sources qui me permettent de valider le fait que cette réponse est bonne ou pas? Et donc, du coup, ça permet de limiter les inventions et les hallucinations des modèles. Ah, je vais vous donner quelques astuces complémentaires que j'appelle astuces power user. Euh, donc, il y en a une, c'est le few shot prompting. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est au lieu de demander au LLM de vous rédiger un mail directement, donnez-lui quelques exemples d'emails que vous trouvez excellents pour qu'il imite votre style. Il y a également la chaîne de pensée, ou chain of thought. Donc là, on force le LLM à mener un raisonnement logique. Voilà. Et donc pour ce faire, vous ajoutez la phrase que j'ai mis sur ce slide, qui est réfléchis étape par étape avant de donner ta réponse. Et donc du coup, il va créer des étapes logiques dans son raisonnement et ça va donc le forcer à mener un raisonnement logique qui peut donner de très bons résultats. Et puis l'itération par feedback. Hein, donc vous vous rappelez, vous avez une fenêtre de contexte qui est grande, voire gigantesque. Donc généralement, n'acceptez pas la première réponse. Voilà, vous posez votre prompt, vous avez une réponse et vous faites faire des corrections pour profiter de cette fenêtre de contexte. Donc vous demandez plusieurs fois, vous dites au LLM pourquoi est-ce que tu as fait ça, donne-moi une justification et ça, qu'est-ce que c'est, etc. Et ça lui permet d'améliorer petit à petit ce que vous lui demandez, enfin sa compréhension de votre instruction pour au final vous fournir une réponse adaptée. Ok, maintenant on va parler d'assistant RAG et d'agent IA. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un assistant RAG? RAG, ça veut dire Retrieval Augmented Generation. Ça fait 3 fois que je le dis, donc maintenant je pense que vous l'avez bien intégré. Mais en fait, le concept, c'est que c'est un chatbot qui est connecté directement à vos propres documents. Donc ça peut être des PDF, des contrats, des catalogues, des données CRM, des bases d'email, tout ce que vous voulez. Et en gros, comment ça fonctionne? Donc vous fournissez un corpus de documents et une instruction maîtresse. Donc l'instruction maîtresse, c'est le prompt maître. D'accord? C'est-à-dire que plutôt que de devoir systématiquement avec un chatbot refaire un prompt à chaque requête, là vous fournissez des documents, vous fournissez un prompt maître qui sera conservé en mémoire et après vous interrogez votre assistant RAG qui va commencer par aller voir son prompt maître pour ensuite exécuter votre instruction, mais dans le cadre de l'instruction maître. Donc ça permet de vraiment donner une tâche très spécifique à l'assistant et il va utiliser sa maîtrise du langage pour exécuter des tâches sur les données que vous lui avez fournies. Alors pourquoi le prompt engineering seul ne suffit pas ou plus? Il y a plusieurs raisons. Déjà, la première chose, c'est que la mémoire d'un LLM, elle est figée dans le passé, hein, puisqu'elle s'arrête au moment où les données d'entraînement lui ont été données. Et sachant qu'il faut plusieurs mois pour entraîner un modèle, ben, généralement, la mémoire du modèle, elle est figée plusieurs mois dans le passé. Le prompt engineering, ça marche très bien, sauf qu'à chaque fois que vous parlez avec un chatbot, il faut refaire un prompt spécifique. Et au bout d'un moment, ça peut être rébarbatif et chronophage. Le volume de données que vous allez transmettre à votre chatbot, ça fait augmenter les coûts. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé la version gratuite de Gemini, qui marche, soit dit en passant, très bien, mais rapidement, vous avez atteint la limite de tokens journalière et le modèle ne répond plus. Parce que si vous n'arrêtez pas de lui balancer des PDF de 10 ou 20 mégas à analyser,
à chaque fois que vous uploadez, vous consommez et vous augmentez les coûts. Ça manque parfois de contextualisation, le prompt engineering, et les réponses peuvent être trop génériques, alors que si vous donnez un corpus de texte spécifique sur un sujet très précis, à ce moment-là, votre assistant RAG il va donner des réponses extrêmement précises. Et puis, il y a également le fameux risque d'hallucination dont on vient de parler juste avant. Donc, si c'est vous-même qui avez choisi le contenu auquel l'assistant a accès et sur lequel il doit se baser en priorité pour créer des réponses, non seulement vous allez avoir des réponses très précises, mais en plus vous allez avoir un bon alignement avec vos enjeux métiers et vous allez limiter au maximum les hallucinations. En gros, votre assistant RAG, voyez ça comme un collègue expert d'un domaine qui a lu toutes les données et qui s'en rappelle par cœur. Et vous avez juste besoin de lui poser des questions, il va aller vous chercher les infos, parce que voilà, en quelques secondes, il est capable de vous répondre et de vous dire ça oui, ça non. Ça marche vraiment très bien. Je vous ai mis un exemple que j'ai fait avec Gemini de Google. Juste vite fait pour vous montrer ce que c'est qu'un assistant RAG. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un assistant RAG, vous pouvez en faire avec la version gratuite de Gemini. Hein, alors que pour le faire sous ChatGPT ou Claude, il vous faut des versions payantes. Donc, si vous voulez tester et que vous n'avez pas de compte payant, allez sur Gemini pour voir ce que fait un assistant RAG. Donc là, je me suis amusé pour essayer de faire un truc un petit peu qui sort de l'ordinaire. Je me suis fait un assistant rédactionnel qui a le style d'écriture d'Émile Zola. Donc voilà, je lui ai, vous voyez, je donne la description. Non, donc je dis que c'est un assistant qui imite le style rédactionnel de Zola. En instruction, je lui dis d'aller dans les documents que je lui ai fournis pour rester fidèle au sens et à l'intention du texte original. Voilà. Tu expliques tes choix stylistiques sur demande. En gros, je lui demande de copier le style d'Émile Zola et de répondre en utilisant le style rédactionnel d'Émile Zola. Et pour qu'il puisse copier ce style rédactionnel, je lui ai donné Germinal. Vous voyez, dans la base de connaissances, là, j'ai mis Germinal en PDF. Donc, du coup, mon assistant, il a lu Germinal, il connaît, il est capable d'extraire le style d'Émile Zola. Et si je lui donne une instruction, genre par exemple, là, je lui ai dit une instruction, décris-moi l'arrivée d'un touriste anglais dans la ville médiévale de Noyères-sur-Serein, que vous connaissez très probablement, joli petit village, je dis en passant. Vous allez voir, je vous laisse lire juste 2-3 petits mots, que mon assistant qui copie le style rédactionnel de Zola, il est quand même pas, il est pas trop mal. On retrouve bien la spécificité du style rédactionnel très descriptif de Zola, où il donne énormément, une profusion d'éléments dans son texte. Voilà, donc c'était évidemment, entre guillemets, c'est pour le fun, c'est pour vous donner un exemple de à quoi ça sert un assistant RAG. Parce que vous pouvez faire la même chose avec du contenu que vous avez écrit vous, et du coup, votre assistant, il va copier votre style rédactionnel. Et ça va ressembler à un texte que vous auriez pu écrire par vous-même. Ok, maintenant je bascule sur l'ouverture avec l'IA agentique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un agent et quelle est la différence avec un assistant RAG? J'entends souvent des gens qui font la confusion entre un assistant et un agent. Donc, un agent, c'est un système multimodal, donc qui gère du texte, des images, du son, tout ce que vous voulez, qui est capable de prendre des décisions de façon autonome. Et j'insiste sur cette notion d'autonomie. Voilà. Il prend des décisions de façon autonome et il atteint des objectifs spécifiques sans intervention humaine. Voilà. Votre assistant RAG, c'est une sorte de bibliothécaire ultra rapide et ultra efficace. L'agent, c'est plutôt un collaborateur proactif qui fait des trucs pendant que vous faites autre chose. Voilà. Il ne se contente pas de rédiger un texte, il exécute un plan pour atteindre un objectif que vous lui avez fixé. D'accord? Donc en gros, un agent, c'est un programme informatique autonome qui fait des choses tout seul. Vous n'avez pas besoin de lui donner des instructions. Et il est capable de décomposer une consigne complexe en sous-tâches
il réfléchit, il planifie, il exécute. Donc les agents, ils sont connectés au monde avec ce qu'on appelle des API et des sources de données. Alors qu'est-ce que c'est qu'une API, hein? Une API, en fait, c'est une interface de programmation. En vulgarisant, on va dire que c'est une sorte de pont qui permet à l'IA de sortir de la fenêtre de chat pour aller chercher des informations et interagir avec le monde réel. Et on peut aller récupérer des données de votre CRM, par exemple. On peut aller accéder à votre boîte mail ou Microsoft via Google Workspace ou Microsoft Exchange. On va pouvoir accéder à des informations qu'il y a sur LinkedIn. On va pouvoir gérer sa boîte mail à distance, etc. On peut aller, par exemple, je ne sais pas, pour vous donner un exemple de ce que fait le gouvernement français, par exemple, il y a une API pour vérifier qu'un numéro de SIRET existe. Donc, on peut tout à fait demander à un agent, bah, tiens, je te donne le nom d'une entreprise, ça c'est son numéro de SIRET, dis-moi si cette entreprise est une entreprise réelle. L'agent, il fait une requête API sur le serveur du gouvernement et ça lui répond oui ou non, et il est capable de vous répondre. Voilà, et puis les API, ça permet aux agents d'accéder à de l'information en temps réel, hein. Il peut vérifier la météo, il peut vérifier le cours de la bourse, la santé financière d'une entreprise, etc. Hein, vous vous rappelez que les données d'entraînement sont figées dans le passé, plusieurs mois dans le passé. D'accord? Donc votre agent, lui, il peut aller chercher des informations à l'instant T et réagir en fonction de ces informations et des structures conditionnelles que vous lui avez fixées. Donc l'enjeu commercial, c'est que votre assistant, euh, il va vous permettre euh, de préparer des dossiers en allant chercher la donnée là où elle se trouve. Et vous, ça vous dégage du temps pour prendre des décisions stratégiques. OK? Alors pour aller encore plus loin, sachez qu'on va pouvoir faire plein de petits agents qui sont conçus pour faire des tâches très spécifiques et on va pouvoir les connecter entre eux. Et donc là, on parle d'IA agentique ou d'équipe d'agents. Donc là, tel un chef d'orchestre, en fait, vous allez coordonner et combiner plusieurs agents spécifiques pour faire une tâche globale plus complexe. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a parlé d'API. Hein, les agents, ils peuvent communiquer entre eux. Ils peuvent réagir à des déclencheurs. Ils peuvent exploiter des réponses en provenance d'autres agents pour mener à bien un objectif global. Vous avez des outils tels que ceux que je vous présente là, qui s'appellent Zapier ou N8N, voilà, qui vous permettent de gérer des opérateurs booléens, donc des structures conditionnelles, et ça ouvre la voie à la création d'une équipe d'agents qui va être capable de réaliser des tâches très complexes. Je vous ai mis une petite capture euh, d'un de ces framework automation, donc par exemple N8N, où vous voyez, vous avez un déclencheur qui est un message que vous avez envoyé sur Telegram. Vous voyez en haut là, il y a soit une condition, elle est true, soit elle est false. Donc soit la condition est vraie, soit elle est fausse. Si la condition est fausse, on ne fait rien. Mais si elle est vraie, je vais sur mon agent et mon agent, il a accès à plein de trucs. Il a accès à des bases de données, à des blocs d'instructions, et puis il peut répondre, il finit par vous répondre via message. Donc vous pouvez, via Telegram, WhatsApp ou ce que vous voulez, vous dites à votre agent, va me chercher le dernier mail du client qui a besoin d'un devis, parce que vous êtes en déplacement, et puis l'agent, il va vous faire la recherche dans toutes les bases de données, il vous trouve le mail, il vous le remonte et il vous donne les informations directement en réponse, genre par exemple le numéro de téléphone du client pour pouvoir l'appeler directement. Voilà. C'est quelque chose que vous auriez pu faire vous-même, mais il aurait fallu aller chercher le mail, le retrouver. Si vous n'avez pas tout de suite le mail où il y a la signature, vous pouvez retrouver d'autres mails où il n'y a pas de signature. Enfin, vous perdez du temps, en gros. Alors que là, c'est quasiment instantané. Attention, néanmoins, plus vous donnez d'autonomie à un programme informatique, et plus vous risquez des problèmes.
hein, j'appelle ça l'ouvrir la boîte de Pandore. Donc là, je vous donne un exemple hein, d'une chercheuse en alignement IA, donc, qui s'appelle Summer Yu, et qui est justement spécialiste dans les problèmes d'alignement dont on a parlé tout à l'heure, entre ce que vous voulez faire et ce que l'algorithme a compris. Et il lui est arrivé une drôle de mésaventure avec une application qui s'appelle CloudBot, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. CloudBot, c'est quelque chose que vous installez sur votre ordinateur, que vous connectez à un modèle de langage et qui peut prendre le contrôle de votre ordinateur et qui peut réaliser toutes sortes de tâches sur votre ordinateur. Et donc, elle avait connecté son agent CloudBot sur sa boîte Gmail principale et elle lui a donné une tâche d'archivage. Elle lui a dit, bah, tiens, tu vas m'archiver tous les mails antérieurs à telle date. Et en fait, pour une raison inconnue, le LLM, il a mal compris la tâche et en fait, il a supprimé tous les mails de sa boîte professionnelle. Et elle n'a pas réussi à l'arrêter. Donc, elle a perdu des milliers d'emails importants qui ont disparu définitivement. C'est vraiment problématique. Alors, pour l'instant, on n'est que sur des emails, hein, mais je vous rappelle qu'on parle d'armes autonomes qui sont dirigées par IA. S'il commence à y avoir un problème d'alignement entre l'arme autonome et la personne qui la contrôle, ça peut être catastrophique et engager maintenant des vies humaines. Voilà. Là, c'est un problème éthique qu'il faut prendre en considération et qui est très sérieux. Ok, donc on a parlé de modèles de langage, on a parlé de prompt, on a parlé d'assistant RAG, on a parlé d'agent. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est dans quel cas d'usage on va essayer de déployer l'automatisation d'un process. Parce que ce n'est pas parce qu'on peut automatiser un process que c'est une bonne idée de le faire. Voilà, c'est la problématique de l'intégration des outils dans l'entreprise. Voilà, il est fondamental de comprendre que les LLM, c'est un investissement stratégique, ce n'est pas un gadget qu'on met en place pour s'amuser. Voilà. Il y a énormément d'outils qui sont accessibles et l'objectif, c'est de trouver une façon optimale de les utiliser. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, les modèles de langage, en fait, ils ne vont pas remplacer les humains, mais ils vont nettement renforcer ceux qui savent comment l'utiliser et quand l'utiliser. Donc le maître mot, ça va être la chasse aux points irritants. Donc, il faut auditer vos tâches quotidiennes, il faut identifier les tâches répétitives que vous faites, les tâches chronophages, les tâches à faible valeur ajoutée, genre faire de la saisie dans un CRM, faire un compte-rendu d'appel ou de réunion, rechercher des leads, hein, des prospects. Vous allez essayer également de calculer la dette temps, c'est-à-dire combien d'heures vous ou votre équipe passe-t-elle le nez sur l'écran de l'ordinateur au lieu de faire votre vrai métier. Voilà. Et le critère de sélection, c'est on automatisera que ce qui vous libère vraiment du temps pour votre relation client et l'augmentation de votre taux de conversion et la réalisation de votre cœur de métier. OK ? Important également d'être capable d'arbitrer entre le gain potentiel et la complexité. Hein, je vous ai dit, il y a presque moyen de tout faire avec une équipe d'agents, sauf que il y a des tâches qui sont extrêmement complexes et que vous n'allez pas y passer des mois pour faire quelque chose qui, en gain potentiel, sera faible. Donc, analysez l'impact business. Hein. Il faut que vous puissiez le mesurer. Est-ce que ça améliore concrètement la satisfaction de mes clients? Est-ce que ça réduit le cycle de vente? Est-ce que ça augmente mon panier moyen? Voilà. Il faut avoir des choses business très pragmatiques et essayer de vous dire, et si je mets ça en place, est-ce que ça m'aide concrètement? Et puis, il y a la notion évidemment de faisabilité. Paramétrer votre assistant, récolter les données nécessaires, calculer les coûts d'utilisation éventuellement d'API si vous faites un agent autonome, faire un outil qui est facile à prendre en main, parce que faire un outil qui fait quelque chose de très bien, c'est une première chose, mais s'il n'y a que vous qui pouvez l'utiliser, du coup, ça va être compliqué à faire adopter par vos équipes ou vos collaborateurs. Rappelez-vous de la règle du quick win.
privilégier les projets simples à fort impact. Voilà. Alors, j'ai cité par exemple ici un assistant qui vous aide à répondre à des appels d'offres. Hein, typiquement, répondre à un appel d'offres, c'est quelque chose qui est ultra chronophage, ultra répétitif. Et en fait, la vraie valeur ajoutée que vous allez pouvoir donner dans une réponse à un appel d'offres, ça va être 1 ou 2 pages sur 50. Donc là, avoir un assistant qui peut vous aider à diviser par 2 ou 3 le temps de réponse à un appel d'offres, bah là, c'est un vrai quick win. Et là, ça vaut le coup de le faire. Attention au piège du solutionnisme technologique, hein, ce sujet que j'ai abordé un petit peu précédemment. C'est le syndrome du gadget. Hein. Ne déployez pas un assistant IA juste parce que c'est moderne. Hein. Ça va créer de la confusion, ça va créer de la fatigue numérique et ça peut au final devenir contre-productif. Processus VSIA. Hein, souvent, en fait, vous allez vous retrouver dans la situation où optimiser un processus physique dans votre entreprise, ce sera bien plus efficace que d'essayer de créer un agent complexe, une usine à gaz qui est là pour essayer d'optimiser un processus dans votre entreprise qui est mal conçu à la base, en fait. Le risque du tout IA, il y a aussi une notion de personnification de la relation client. Voilà, ne perdez pas l'identité de votre entreprise, ne basculez pas dans un système de relation client froid et robotique, et ne rentrez pas dans l'enfer de la complexité numérique inutile. Hein, restez très pragmatique. Voilà. La règle d'or, l'IA doit être invisible pour le client et transparente pour vous et vos collaborateurs. Elle aide l'humain, elle ne le remplace pas. Allez, pour finir, je vous fais la checklist que vous devez vérifier avant de déployer un assistant RAG ou un agent ou une IA. 1. Est-ce que la tâche que vous voulez automatiser, est-ce que c'est une vraie tâche répétitive? Est-ce que c'est une tâche chronophage? Le processus que je cherche à automatiser est-il bien défini? Parce que s'il est mal défini, déjà, ça va être difficile à automatiser. Et si ça se trouve, juste optimiser le processus, ça suffirait à améliorer vos performances. Les données dont je dispose sont-elles fiables? Faire un assistant RAG avec des données pas fiables, ça va être contre-productif. Les données à traiter sont-elles sensibles? Attention à la confidentialité. Les modèles de langage américains et chinois, ils ne sont pas hébergés en France. Donc, ne donnez pas d'informations sensibles à ces modèles. Donc, si vous avez des données sensibles à traiter, il va falloir envisager d'autres solutions. Et puis surtout, le gain est-il ou sera-t-il significatif et est-ce que je vais pouvoir le mesurer? Hein, comme d'habitude, tant que vous n'avez pas mesuré, vous ne pouvez pas vraiment savoir si ça a été efficace ou pas. Rappelez-vous bien qu'un LLM ne corrige pas un processus qui est mal défini. Et que votre assistant, il doit rester sous supervision. Voilà, ce n'est pas un pilote automatique. Hein, sinon, vous pouvez vous retrouver dans la situation de Madame Summer Yu qui a perdu tous ses emails parce que son agent a fait n'importe quoi. Il est 13h00, donc je pense que je suis dans le bon timing. Donc je vous remercie d'avoir participé à cet atelier. J'espère que vous avez vu et appris des choses qui pourront vous intéresser et vous servir dans votre quotidien d'entrepreneur. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par le numérique, par l'intelligence artificielle, par la cybersécurité et le marketing numérique en règle générale, vous pouvez suivre la veille numérique de la CCI sur LinkedIn. Hein, je vous ai mis le nom de la page que vous pouvez suivre. Et je suis maintenant disposé à répondre à vos questions si vous en avez.